Ousmane Diagana, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on risque la décroissance cette année à cause du Covid-19 en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? Oui, depuis 25 ans, la croissance économique a été au rendez-vous en Afrique. Malheureusement, cette année, la Covid, par son ampleur, va entraîner une contraction globale au niveau de l'économie et cela se traduira aussi par une récession. Les pays producteurs de pétrole sont touchés. Les pays qui vivent des transferts des populations émigrées et du tourisme seront affectés. Avant cette crise et surtout sur les 20 dernières années, le niveau de pauvreté en Afrique a baissé significativement, passant de à peu près 60% en 2000 à 35% en 2018. Mais pour la première fois, justement, à cause de cette crise, nous allons observer une augmentation de la pauvreté pratiquement dans chacun des pays africains. Un exemple, le Nigeria, le géant d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes toujours dans les calculs, mais je pense qu'il y aura une contraction d'à peu près 3% de la richesse nationale au Nigeria. Et pour la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est un des pays où la croissance économique a été très forte, très soutenue sur les 10 dernières années, enregistrant en moyenne 8% de croissance. Et je pense qu'on observera une croissance tout de même positive entre 1,5 à 2% cette année, ce qui n'est pas mal. Et le Cameroun? Nous sommes dans les estimations, mais je pense que ça va être autour de 1%. 1% de croissance, ce sera quand même positif. Voilà. Alors, pour faire face à cette terrible crise sanitaire et économique, la Banque mondiale va déployer jusqu'à 160 milliards de dollars dans l'année qui vient pour aider plus de 100 pays. Quelle part de cette somme va être consacrée à votre zone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et avec quelle priorité? Sur 160 milliards, 50 milliards seront en faveur des pays à revenus faibles et donc la plupart de ces pays se trouvent en Afrique subsaharienne. Je dois dire qu'en plus de ces 160 milliards, nous sommes en train aussi de mobiliser 12 milliards de dollars pour aider les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires pour l'acquisition et la distribution des vaccins. Alors justement, vous parlez vaccins. Dans ces 50 milliards de dollars essentiellement consacrés à l'Afrique subsaharienne, quelle est la priorité? Est-ce qu'elle est sanitaire? Est-ce qu'elle est économique? Ils sont les deux. Dans chacun des pays, depuis la crise, nous avons financé de manière très rapide des opérations dans les secteurs de la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, mais nous avons aussi apporté des financements pour aider les petites et moyennes entreprises à résister. Et je vois qu'en République centrafricaine, vous financez un programme Argent contre Travail qui permet déjà de produire plus de 2 millions de masques, c'est ça? Oui, on a mobilisé 10 millions de dollars. L'essentiel de ces activités ont été réalisées par les petites entreprises en Centrafrique et du coup, ça leur a permis de protéger les emplois. Et je vois qu'au Sénégal, au Kenya, au Ghana, vous financez des projets de rénovation de bidonvilles qui créent beaucoup d'emplois? Absolument. Je pense que l'essentiel de notre stratégie est véritablement de créer des emplois. Alors, 50 milliards de dollars, c'est bien, mais est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau comparée aux 3000 milliards de dollars que demande le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour les pays pauvres? Vous savez, ces 50 milliards, c'est sur une période bien précise. Nous avons des portefeuilles qui existaient avant la Covid et qui sont des portefeuilles très riches en termes de contenu. Dans chacun des pays, je pense en moyenne, pratiquement en Afrique de l'Ouest, avant la crise, lorsque je regarde mon portfolio avant la crise, j'ai un portfolio à moins de 2 milliards de dollars par pays qui existe et qui reste. Nous étions là bien avant la crise. Nous avons intensifié nos interventions pendant la crise et nous avons un cadre pour un partenariat encore beaucoup plus fort, beaucoup plus solide afin de soutenir la reprise économique. Alors, il y a 9 mois, pour les pays pauvres, un moratoire sur la dette, une suspension des intérêts de la dette a été décidée par le G20, par les 20 pays les plus riches. Mais ce moratoire, il va bientôt s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Les discussions continuent avec le G20. Je pense déjà il faut saluer l'initiative et l'esprit qui ont été portés d'abord par la Banque mondiale et le Fonds monétaire et qui ont été soutenus par l'ensemble des pays du G20. Les pays concernés demandent le renouvellement de ce moratoire pour toute une année supplémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce sont justement ces échanges-là qui sont en cours. Ça fait l'objet de discussions pendant les dernières assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds. Le G20 est en train de se pencher là-dessus. Ousmane Diagana, merci.